Bien, bonjour et bienvenue à tous. Pour ce qui va être la dernière séquence de cette première série de cours qui prend pour point de départ donc la fameuse phrase de l'Esprit des lois concernant la Chine. Alors je dois dire que j'ai bien cru ne pas pouvoir assurer cette dernière séquence, terrassée que j'ai été toute cette semaine par une vraiment très mauvaise bronchite. Bon, je sais que c'est saisonnier, mais alors là, cette année, c'était vraiment un bon cru, on pourrait dire. Et j'ai remarqué qu'il y a une espèce de caractère saisonnier donc de ces grippes, bronchites et autres, et qui va de pair avec l'agitation sociale. L'année dernière, nous en étions aux manifestations contre la réforme des retraites, et cette année, ce sont les agriculteurs qui ont pris le relais. Alors, donc nos travaux reprendront, si le Bouddha nous prête vie, donc à l'automne prochain. Alors, nous avons vu la dernière semaine comment Montesquieu, d'abord à travers les lettres persanes, puis à travers l'esprit des lois, vise à placer le despotisme chinois, vu comme, on pourrait dire, l'extrême du despotisme oriental, étant donné que la Chine est à l'extrême de l'Orient, donc c'est logique que la Chine soit vraiment un extrême du despotisme oriental. Donc d'un côté le despotisme chinois et de l'autre le constitutionnalisme anglais, qui sont donc aux deux extrémités du spectre politique. Alors, comme le résume Céline Spector, en conclusion de l'article que nous citions la dernière fois, il s'agit de l'article au bas de la diapositive, elle dit ceci: le despotisme est l'antithèse de l'état de droit. Et dans son ouvrage, que nous citions également la dernière fois, Édouard Tillet, donc il s'agit du livre dont vous avez la couverture à droite de la diapositive, Édouard Tillet remarque que Montesquieu, je cite, ne prétend pas décrire la réalité institutionnelle anglaise. Son ambition est ailleurs, établir les mécanismes qui fondent la liberté politique. Fin de citation. Et donc, on pourrait ainsi supposer de la même façon que Montesquieu ne prétend pas décrire la réalité politique chinoise. Son ambition serait d'établir les mécanismes qui en font malgré tout, c'est-à-dire malgré les descriptions idéalisantes des jésuites, qui en font malgré tout un régime despotique. Par exemple, l'étendue de son territoire, son climat, l'absence de contre-pouvoir, selon Montesquieu. Mais comme le souligne Alain Suppiot, que je citais également la dernière fois, dans son dialogue avec Montesquieu sur les lettres persanes, Montesquieu avance constamment entre d'un côté la rigueur du juriste, qui consiste à poser les principes, et de l'autre la finesse d'observation du chercheur en sciences humaines avant la lettre. Les chercheurs en sciences humaines, donc, leur travail, c'est de considérer les faits. Donc, on a l'impression que Montesquieu est constamment tiraillé entre les deux, entre les principes d'un côté et les faits de l'autre. Et c'est donc ce tiraillement permanent qu'étudie Élie Carcassonne dans son article daté de 1924, intitulé « La Chine dans l'esprit des lois », et qui est paru donc dans la revue d'histoire littéraire de la France en 1924. Alors,
Carcassonne commence par citer Montesquieu. Dans sa préface à l'Esprit des lois, il dit ceci: j'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes. Et Carcassonne, à ce commentaire, est-ce la conclusion de l'expérience ou l'illusion de l'orgueil intellectuel? Alors, dans cet article qui est remarquablement, comment dire, fouillé, argumenté, très finement observé, Carcassonne écrit ceci: le second livre de l'Esprit des lois distinguait avec une netteté tranchante trois sortes de gouvernements. Donc il reprend donc la fameuse distinction entre le gouvernement républicain qui a pour principe, c'est-à-dire pour émotion dominante, la vertu, la monarchie qui aurait pour principe l'honneur, et le gouvernement despotique qui est fondé donc sur la crainte. Et il fait un tableau, donc, Montesquieu fait un tableau du gouvernement despotique comme étant véritablement complètement déshumanisant et où les seuls instruments de règne sont, je cite, le fer, le poison, le lacet et bien sûr, sur une base ordinaire, le bâton. Et on apprend aussi que dans les États despotiques, le savoir est dangereux, l'éducation est nulle. Bon, alors, quand on pense à toutes ces qualifications et qu'on essaye de les appliquer à la Chine, à quelque époque que ce soit, on s'aperçoit qu'il y a quand même un tout petit problème. Alors, Carcassonne s'interroge justement en se demandant justement comment il se fait que Montesquieu, comme beaucoup de ses contemporains, a lu très attentivement la description de la Chine de Duhalde, du père jésuite Duhalde, paru en 1735. Donc on s'aperçoit que toutes les élites européennes se sont emparées de ce livre avec avidité pour justement apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur la Chine de l'époque. Et Carcassonne se demande comment Montesquieu a pu, après avoir lu Duhalde, qui pourtant reste relativement neutre. Encore une fois, je disais la dernière fois que Duhalde, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Chine, contrairement à certains de ses confrères jésuites qui, eux, ont non seulement fait le voyage en Chine, mais ont séjourné sur le terrain. Donc, comment il se fait que Montesquieu soit parmi les rares lecteurs de Duhalde à en tirer des conclusions aussi négatives? Et Carcassonne dit ceci: le désaccord entre un pareil document et ses idées sur le despotisme ne pouvait donc lui échapper. La Chine, telle que la décrivaient les missionnaires, n'entrait dans aucun des genres de gouvernement que distinguait l'Esprit des lois. Manifestement éloignée de la République, elle n'avait de la monarchie ni les corps intermédiaires, ni les ordres constitués, ni la liberté des mœurs. Fallait-il donc admettre un despotisme d'un type nouveau, exempt de misère et de crainte, où le prince n'eut pas le bras toujours levé pour menacer ou détruire, mais sut faire fleurir l'abondance et régner la vertu? Et donc, Carcassonne, le but de son article, c'est justement de voir comment est-ce que Montesquieu arrive à se débrouiller alors entre ces classifications qui sont assez tranchées, ces principes, et de l'autre les faits qu'il récolte extrêmement scrupuleusement
à toutes sortes de sources, on l'a vu la dernière fois. Donc, il interroge non seulement les sources livresques, il lit énormément, il a lu également donc, de sources anglaises le Voyage, donc la navigation de Lord Anson autour du monde. Il a lu également le témoignage du diplomate scandinave envoyé par le tsar de Russie à Pékin en 1721. Il a rencontré également donc, ce Chinois qui a fait sensation à Paris, donc le Huang Jialue, donc Arcade Huang, ce Chinois converti à la foi catholique. Bref, donc il a véritablement, il a essayé de se renseigner de tous côtés. Et donc, on sent un Montesquieu qui doute parfois. Il écrit ceci, par exemple, « Des circonstances particulières et peut-être uniques peuvent faire que le gouvernement de la Chine ne soit pas aussi corrompu qu'il devrait l'être. » Alors, donc là, c'est quand même assez amusant de voir que nous avons un Montesquieu qui quand il est tout seul, en fait, il doute, mais dans ses écrits, en fait, il est bien obligé de dire les choses très clairement. Alors donc, en fait, ce despotisme d'un type nouveau, ce serait, on pourrait le décrire comme dans les termes de Carcassonne, un despotisme sage, paternel, fondé sur l'amour et non sur la crainte. En étudiant la nature propre du gouvernement chinois, Montesquieu a oublié la rigueur de ses premiers axiomes. Le plaisir de pénétrer les faits, la séduction d'une hypothèse neuve l'ont emporté sur l'empire des idées préconçues. Ici, plus de doute historique, plus d'ingénieux compromis entre les faits et les principes, ce sont les principes qui fléchissent et cèdent au cas particulier. Et Carcassonne cite de nouveau Montesquieu ici, les princes qui, au lieu de gouverner par les rites, gouvernèrent par la force des supplices, voulurent faire faire aux supplices ce qui n'est pas dans leur pouvoir. Aussi, quand on abandonna les principes du gouvernement chinois, quand la morale y fut perdue, l'État tomba-t-il dans l'anarchie et on vit des révolutions. C'est ici la conclusion du chapitre intitulé « Propriété particulière au gouvernement de la Chine ». Donc, en conclusion, donc, Carcassonne fait cette remarque qui me paraît d'une très grande justesse. Il dit « Le despotisme apparaît comme un être de raison, un type abstrait où se résument des notions plus ou moins exactes sur les pays exotiques et d'amers souvenirs de la France de Louis XIV. Il n'offre qu'une vérité morale. C'est l'éloquente définition d'un mode de gouvernement possible et non point la copie d'une réalité. » Alors, on voit ici que dans cet article que Carcassonne observe à la loupe et presque avec un malin plaisir la valse hésitation de Montesquieu donc entre ses principes et les faits. Et donc, dans cet article, la façon dont la Chine est traitée dans l'esprit des lois, le cas de la Chine, est manifestement, excusez le prosaïsme de la comparaison, mais c'est un peu comme du poil à gratter, du fait que du fossé béant qu'il y a de toute évidence entre les critères qui, selon Montesquieu, définissent un régime despotique et ce que décrivent de la réalité chinoise les témoins qui sont allés sur le terrain, donc que ce soit des missionnaires, des militaires, des commerçants,
des diplomates ou tout simplement des Chinois venus de Chine. Donc, il faut donc soulever la question, faut-il admettre un despotisme d'un type nouveau qui serait donc plus proche d'une forme de paternalisme, paternalisme qui ramènerait en fait le despotisme à l'origine étymologique de despotes, c'est-à-dire le maître de maison. Et quand on pense à Yan Fu, donc ce traducteur chinois de l'Esprit des lois de la fin du XIXe siècle, dont nous avons parlé assez longuement, on voit que Yan Fu avait assez raison de trouver trop rigide la classification de Montesquieu donc, en trois types de gouvernement. Alors, Montesquieu, justement, semble le reconnaître lui-même, mais comme je le disais à l'instant, uniquement en privé. Dans ses pensées, c'est-à-dire les notes qu'il prenait au fil de ses réflexions qu'on a publiées, il explique que la Chine est un gouvernement mêlé qui tient beaucoup du despotisme par le pouvoir immense du prince, mais aussi un peu de la République par la censure et une certaine vertu fondée sur l'amour et le respect paternel, et de la monarchie par des lois fixes et des tribunaux réglés, par un certain honneur attaché à la fermeté et au péril de dire la vérité. Bon, donc là, Montesquieu, quand on le prend entre quatre yeux, si j'ose dire, en privé, c'est pas exactement le même son de cloche. Donc, mais ça, il y a quand même un fait que Carcassonne relève, c'est que dans l'Esprit des lois, il maintient justement cette fameuse phrase qui nous occupe cette année. Alors, pour pousser un peu plus loin, donc justement, cette façon de cuisiner un petit peu notre Montesquieu, je voudrais vous référer à un autre article très révélateur de quelqu'un dont je regrette beaucoup le décès, qui est une personnalité, qui a été une personnalité extrêmement attachante de la sinologie française. J'ai nommé Michel Cartier, qui a vécu de 1934 à 2019 et qui a, en son temps, abordé la discipline sinologique sous un angle assez original à l'époque, c'est-à-dire l'angle économique et démographique. C'est pour ça que ses commentaires sur Montesquieu sont particulièrement intéressants. Alors, ces commentaires apparaissent dans ce livre que vous avez, dont la couverture apparaît sur la gauche de la diapositive, qui s'intitule « La Chine entre amour et haine ». C'est-à-dire, enfin, en gros, entre justement cette sinomania qui a régné à peu près au milieu du XVIIIe siècle, et ensuite la haine, c'est-à-dire cette sinophobie qui a commencé à s'installer donc justement à partir de la moitié du XVIIIe, et donc cette espèce de changement qui est en partie dû justement à Montesquieu. Alors vous voyez que c'est un ouvrage qui date de 1998, qui a été publié par Desclée de Brouwer, et qui est en fait, ce sont les actes du 8e colloque de sinologie de Chantilly. Alors Chantilly, il faut savoir que ça a été un centre jésuite. Les jésuites, quand ils voulaient faire justement des retraites ou des colloques, donc le faisaient à Chantilly dans un cadre plutôt agréable. Alors malheureusement tout ça c'est fini, mais donc c'est en fait des actes de colloque. Alors dans cet article, qu'il intitule donc, alors comment est-ce qu'il l'intitule? Oui, en fait il s'agit d'un article qui parle des lectures absolument opposées, diamétralement opposées du Hald, de sa description de la Chine
Duhalde, donc, d'un côté par Montesquieu et de l'autre par François Quesnay, donc, que vous avez à droite de la diapositive, qui a donc vécu entre 1694, oui c'est ça, et 1774. Donc François Quesnay, bien connu pour être un petit peu le chef de file de ce qu'on a appelé les physiocrates. Les physiocrates, bon, je résume sauvagement, mais enfin les physiocrates qui se sont intéressés à la Chine précisément parce que pour eux la base de l'économie c'était l'agriculture. Bon, alors là nous sommes en pleine actualité. Donc je ne m'arrête pas trop sur Quesnay, mais toujours est-il que Quesnay justement a une lecture absolument enthousiaste du monument de Duhalde, parce que justement il a l'impression que ça vient conforter toutes ces thèses physiocratiques. Alors, dans l'article de Michel Cartier, Michel Cartier donc étudie d'un côté la lecture que fait Montesquieu de Duhalde dans son Esprit des lois, et de l'autre la lecture qu'en fait François Quesnay dans un texte relativement peu connu de Quesnay qui s'intitule Le despotisme de la Chine, qui a été publié en feuilleton une vingtaine d'années après la parution de l'Esprit des lois, donc l'Esprit des lois 1748, et ce texte sur le despotisme de la Chine par Quesnay, publié donc en 1767. Et donc, c'est ce feuilleton qui paraît en 4 livraisons successives des éphémérides du citoyen constitue une réponse tardive et posthume à Montesquieu, puisque Montesquieu est mort en 1755. La chronologie de ces 2 ouvrages est d'autant plus intéressante que, tout en se référant principalement à Duhalde, leurs auteurs adoptent des points de vue diamétralement opposés et que seul parmi ses contemporains, Montesquieu s'en prend nommément à l'image favorable véhiculée dans les textes jésuites, tandis que Quesnay se pose en défenseur de la Chine à une époque où les conditions du commerce européen dans l'Empire du Milieu et par voie de conséquence la perception qu'ont les Européens de la Chine ont commencé à se dégrader sérieusement. Donc là, nous sommes précisément à ce point de basculement entre ce que Michel Cartier appelle l'amour, donc la sinomania, et la haine, c'est-à-dire la sinophobia, qui va en s'aggravant évidemment dans tout le courant du XIXe siècle. Alors, Michel Cartier dit ceci: une lecture plus attentive de l'ensemble de l'Esprit des lois révèle une grande curiosité de Montesquieu à l'égard de la Chine et du monde chinois. Nous avons repéré dans l'ensemble du texte de l'Esprit des lois 45 passages allant de la simple allusion à des chapitres plus ou moins développés dans lesquels il est explicitement question de la Chine et qui renvoient souvent en note à des sources précises. Les sujets, très divers, touchent à la plupart des aspects de la réalité chinoise, allant des institutions au climat et aux mœurs. Donc là, vous avez donc plusieurs pages qui font l'inventaire justement de ces passages où Montesquieu fait allusion à la Chine. Et Michel Cartier continue en disant: le caractère despotique de l'Empire chinois découlerait tout d'abord de données objectives telles que l'étendue territoriale, la masse de la population et une situation géographique méridionale au cœur de ce que nous appellerions l'ère du riz.
Donc là, nous reconnaissons le Michel Cartier, spécialiste d'économie, donc nous sommes dans l'ère du riz. Il renvoie en effet à un schéma que nous pourrions qualifier de proto-malthusien, en raison d'une situation caractérisée par une forte tension entre une population susceptible de s'accroître rapidement, haute fécondité encouragée par la religion, et stimulée par une diète faisant une part importante aux poissons, et des subsistances limitées. Bon, alors le poisson, c'est pas partout en Chine, c'est quand même évidemment les missionnaires avaient tendance à connaître mieux les zones côtières, mais j'aime mieux vous dire que, en tout cas, du poisson de mer, on n'en trouve pas beaucoup donc dans l'intérieur du pays. Alors, les Chinois qui tirent l'essentiel de leurs ressources d'une agriculture méticuleuse ne peuvent survivre que si le luxe et les activités non productives sont bannis ou limités. D'où effectivement la place relativement secondaire accordée par la classification chinoise traditionnelle aux marchands. Donc pour eux, justement, c'est vraiment l'agriculture qui vient en premier, et c'est bien ça qui a intéressé donc les physiocrates. Le climat social est donc dominé par un sentiment de précarité. Montesquieu insiste à plusieurs reprises sur divers traits méridionaux, alors attention, les traits méridionaux, tels que l'avidité, la fourberie, le recours à l'abandon des enfants en cas de disette, c'est un trait méridional, ça oui, ainsi qu'un manque de courage physique, tout trait susceptible d'excuser un style de pouvoir autoritaire marqué par le recours à des châtiments cruels, la mise en œuvre d'une législation établissant la culpabilité collective des membres d'une même famille, ou encore la nécessité pour l'empereur de s'appuyer sur des corps d'élite de soldats fidèles. Bon, alors je ne sais pas si nous avons des méridionaux ici, mais franchement, vous voyez un petit peu le genre de caractérisation à l'emporte-pièce dont Montesquieu est capable, quand même. Bon. Alors, le despotisme, entendu comme le pouvoir discrétionnaire du souverain, est par ailleurs renforcé par les effets d'une série de confusions entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ainsi qu'entre les lois, les manières et la religion. Cette confusion, qui s'ajoute à des pratiques telles que la stricte ségrégation des sexes et la polygamie, expliquerait les difficultés rencontrées par les missionnaires chrétiens et, par contraste, l'accueil favorable réservé par la population chinoise à l'islam. Bon, les choses ont quand même un peu changé depuis. Alors, il faut néanmoins reconnaître que cette description ne concerne que la culture chinoise au sens restreint, que le despotisme n'est pas un trait intemporel, mais qu'il serait plus approprié de parler à son sujet de dérives despotiques. Alors, ensuite, Michel Cartier fait cette remarque que je pense qu'il faudra garder à l'esprit pour la suite. Deux arguments paraissent militer en effet en faveur d'une interprétation limitative du despotisme chinois. D'une part, les institutions portent la marque d'un style de gouvernement monarchique, voire républicain, et de l'autre, il est impératif de tenir compte des conditions créées par la récente conquête tartare, c'est-à-dire mandchoue, remontant alors à un siècle à peine. Donc je rappelle que les Mandchous se sont emparés du pouvoir impérial chinois en 1644. Donc au moment où Montesquieu publie son esprit des lois, donc il s'est écoulé donc un siècle. Et donc là, Montesquieu a bien remarqué qu'il fallait quand même faire une distinction entre justement les Chinois qu'il caractérise comme méridionaux, avec toutes les qualités que nous avons vues, non, et d'autre part donc les Tartares mandchous qui, eux, sont une population
qui vient donc du nord-est de la Chine, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement le Dongbei, les provinces du nord-est, et qui ethniquement donc sont un peu différents. Donc, en conclusion, nous dit Michel Cartier, la Chine apparaîtrait à Montesquieu comme une variante quelque peu atypique d'un modèle politique dont le prototype serait à chercher plutôt du côté de l'Empire ottoman ou de la Perse. Donc, ce qu'a fait en réalité Montesquieu, c'est que sa qualification du despotisme, sous-entendu qui est forcément oriental, dit despotisme oriental, vient en réalité justement de toutes les idées qui étaient entretenues par l'Europe sur l'Empire ottoman et la Perse. Donc, lors de notre colloque du 27 juin, nous allons avoir davantage de communication là-dessus. Alors, pour ce qui est donc de François Quesnay, qui occupe la deuxième partie de l'article de Michel Cartier, la position adoptée par François Quesnay, dont la longue réfutation qu'il consacre 20 années plus tard à la thèse centrale de Montesquieu, concernant spécifiquement le despotisme de la Chine, est beaucoup plus tranchée. On peut légitimement s'interroger sur les raisons qui ont poussé le vieux médecin de Madame de Pompadour à écrire un ouvrage sur un pays sur lequel il ne possédait pas plus de lumière que la plupart de ses contemporains cultivés. Il est tentant de partir de l'hypothèse selon laquelle Quesnay, qui est alors âgé de 74 ans, ce qui est un âge quand même respectable pour l'époque, et qui a déjà publié l'essentiel des textes qui constituent la base de sa doctrine économique, a besoin, pour asseoir son système physiocratique, d'établir l'existence quelque part dans le monde d'un pays idéal gouverné par la raison. L'Empire chinois lui apparaîtrait comme l'un des pays les plus propres à remplir les conditions nécessaires pour justifier sa théorie. Et donc, Michel Cartier conclut que, au fond, il est bien évident que François Quesnay a beaucoup plus en tête, comme d'ailleurs son adversaire Montesquieu, la situation de la France. En fait, quand nos deux auteurs parlent de l'Empire chinois, en réalité, ils parlent de la France héritée donc de la monarchie absolue de Louis XIV. Et Michel Cartier a cette phrase intéressante: l'Empire chinois n'a pour ces deux auteurs qu'une fonction dialectique. Autrement dit, ce qui intéresse les deux auteurs, totalement opposés dans leur lecture de Duhalde, ce n'est pas tellement la réalité sociopolitique de l'Empire chinois, mais c'est plutôt l'usage qu'ils peuvent en faire dans leur débat franco-français, alors soit comme repoussoir, ça c'est le cas de Montesquieu, soit au contraire comme modèle idéal. Alors, je vous ferai remarquer que c'est au demeurant ce que la Chine a souvent été pour les élites intellectuelles en France, c'est-à-dire un prétexte ou un pion dans des débats internes, et ce jusqu'à l'époque contemporaine, la nôtre, de la vogue maoïste des années 1960-70. Donc, en somme, c'est tout le problème de l'approche orientaliste que, soit dit en passant, je combats depuis longtemps avec la dernière énergie. C'est cette approche orientaliste qui consiste à traiter la Chine comme l'autre de l'Europe. Et comme vous le savez, c'est un thème et un refrain qui ont fait florès encore jusqu'à une date récente et qui continuent d'ailleurs dans certains esprits. Alors là, je me référais encore à un autre article, celui-ci de quelqu'un qui n'est nullement sinologue,
qui est plutôt spécialiste de philosophie politique, qui s'appelle Denis de Casabianca, qui a publié donc un article intitulé Montesquieu et Boulanger dans la revue française d'histoire des idées politiques du premier semestre 2012. Alors, c'est un article qui intervient dans un numéro spécial consacré aux débats et polémiques autour de l'esprit des lois. Alors, Boulanger, qui est-ce ? C'est ce monsieur, Nicolas Antoine Boulanger, Boulanger quelquefois écrit avec 2 L, qui a vécu de 1722 à 1759, et qui est entre autres auteur de ce texte que vous avez à gauche de la diapositive, Recherche sur l'origine du despotisme oriental. Alors, vous voyez en dessous du titre la mention « Ouvrage posthume de M. B.I.D.P.E.C. » M. Bidpeck. Bon, alors, vous dites, c'est qui M. Bidpeck ? En fait, ça veut dire « boulanger, ingénieur des ponts et chaussées ». Bon, donc un texte qui est paru à titre posthume à Genève en 1761, donc visiblement sous pseudonyme. Et ensuite, ici, vous avez donc l'édition de Londres de 1762. Alors, ce qui nous intéresse dans l'article de Denis de Casabianca, ce n'est pas tellement M. Bidpeck, M. Boulanger, c'est son idée de ce que représente, du rôle que joue le despotisme chez Montesquieu. Il nous dit ceci: le despotisme apparaît comme une des nouveautés de la typologie politique que Montesquieu élabore dans l'Esprit des lois, au cœur même de sa philosophie politique. Le renouvellement que Montesquieu opère par rapport aux typologies classiques est lié à une invention conceptuelle revendiquée, c'est celle des principes, c'est-à-dire des ressorts des gouvernements, c'est-à-dire donc vertu, honneur, crainte. Bon. Cette double innovation, c'est-à-dire donc le despotisme comme catégorie politique et l'invention aussi de des principes qui sont basés sur des émotions, cette double innovation doit permettre à Montesquieu de répondre aux problèmes politiques qu'il pose au terme du livre premier de l'Esprit des lois. Quel est le gouvernement le plus conforme à la nature ? Alors, de ce point de vue, c'est Denis de Casabianca qui continue, il y a une différence essentielle entre l'Esprit des lois et les lettres persanes. Dans les lettres persanes, le despotisme oriental pouvait apparaître comme la vérité d'une monarchie à la dérive. On a tous bien compris justement que nos 2 Persans qui débarquent à Paris et qui s'étonnent de tout ce qu'ils voient, en fait c'est une critique à peine voilée donc justement de cette monarchie absolue à la Louis XIV. Donc ce despotisme oriental est le révélateur d'un absolutisme dont la pente n'apparaît qu'au regard persan. Bon, enfin, sans jeu de mots. Bon. Et le devenir de la monarchie se donne à lire dans l'histoire du sérail et du despote en voyage. Débarrassé des habits persans, le despotisme acquiert le statut de régime dans l'esprit des lois, avec un ressort propre, la crainte, et un ordre caractéristique qui se manifeste dans l'exercice du pouvoir et les institutions qui constituent l'économie despotique. Le terme despotesse, qualifiant originellement le maître de maison, le despote peut bien être appelé tel dans une structure du pouvoir qui ne connaît pas de distinction entre le privé, l'oikos, et le public, la police. Mais l'essentiel est bien dans cet ordre auquel le despote lui-même est asservi, c'est un régime de la crainte auquel le despote n'échappe pas.
assurément, Montesquieu opère un déplacement. Ce n'est plus la psychologie du monarque qui importe, mais ce sont les rapports nécessaires qui instituent un ordre propre dans lequel le despote lui-même prend place. Il ne faut donc pas dire que c'est l'attitude despotique du monarque qui rend le régime despotique, c'est la nature même du régime qui suppose un despote. Ce nouveau statut accordé au despotisme dans l'esprit des lois va avec une étude particulière des despotismes, car, c'est l'autre point important, Montesquieu s'attache à nourrir son analyse structurelle d'informations concernant les gouvernements extra-européens tirés des relations de voyage, comme s'il s'agissait de mettre à l'épreuve ce nouveau régime en montrant comment, malgré la diversité des despotismes, on peut maintenir l'unité du concept. Mais parce que sa problématique l'engage aussi à rapporter les dispositions des gouvernements à la disposition des peuples, Montesquieu, avec la perspective climatique ouverte dans le livre 14, révèle l'accord qui existe entre l'Asie et le despotisme. Montesquieu oppose Asie et Europe en naturalisant le despotisme dans ces climats lointains. Donc là, nous avons un facteur d'explication justement de cette qualification de despotisme appliquée à la Chine par Montesquieu. Pourquoi est-ce qu'il insiste autant, hein? Pourquoi il se donne tant de mal pour arriver à cette conclusion? C'est que là, il tient justement ce qu'il cherche, c'est-à-dire en fait un régime qui serait naturellement despotique. Alors, Denis de Casabianca, en fait, parle ici de l'idée d'un régime despotique qui serait l'autre de la monarchie française. Et il en arrive à cette conclusion, donc de fait, le despotisme dont parle Montesquieu n'existe pas. Ce despotisme, c'est un fantasme, un fantoche, qui n'effraiera jamais que ceux qui se laissent prendre à ce qu'on leur peint, mais qui n'existera jamais qu'ailleurs, c'est-à-dire nulle part. Alors pourquoi est-ce que moi-même je vous ai cité si longuement ces réflexions de Denis de Casabianca? C'est que, en fait, il répond à justement à une obsession que j'ai depuis longtemps. Pourquoi justement cette obsession que nous avons à rejeter justement quelque chose qui n'est pas nous dans l'altérité? Pourquoi toujours le traiter comme autre? C'est précisément à ça que sert le despotisme oriental, c'est-à-dire à inventer un autre qui n'existe pas. En d'autres termes, la Chine des orientalistes, c'est-à-dire ceux qui la présentent comme le grand autre de l'Europe, cette Chine-là, tout simplement, n'existe pas. D'ailleurs, ça peut se vérifier par le fait que ces orientalistes en question, en fait, ne connaissent pas le terrain chinois. Alors, il y a là justement un travers que dénonçait d'entrée de jeu le professeur de philosophie politique de l'université Fudan de Shanghai, donc le professeur Pai Tongdong, dont nous citions en introduction l'opinion sur le verdict de Montesquieu. Pai Tongdong se demande justement comment il se fait et pourquoi Montesquieu s'évertue à aller contre la sinomania si ambiante à son époque. Alors cette sinomania, je ne me suis pas attardée, je ne vais pas m'y attarder parce que les études sont pléthores. Vous avez des abondance d'études, y compris et surtout avant tout de chercheurs chinois, qui évidemment sont très contents de retrouver dans cette sinomania du XVIIIe siècle une image très très positive de la Chine. Alors bien sûr, des cas connus sont Voltaire, dont on connaît bien la sinophilie. On a vu également la sinophilie de Quesnay. Mais ce qui est
très intéressant pour nous, c'est qu'il y a aussi de la sinomania en Angleterre. À la même époque, au XVIIIe siècle, l'Angleterre qui était pourtant représentée par Montesquieu comme aux antipodes du despotisme chinois. Alors, traversons donc la Manche pour nous rendre de l'autre côté du Brexit. Donc, voyons ce qu'en dit ce grand homme de lettres anglais, Samuel Johnson, donc, quelquefois appelé Dr. Johnson, qui est né en 1709 et mort en 1784, et qu'on voit ici manifestement très myope. Donc, alors, je ne sais pas si c'était à force de lire, c'était vraiment un très très grand lecteur, ou s'il était myope de naissance, mais en tout cas, je trouve cette représentation très, très, très émouvante, très touchante. Alors, donc, Samuel Johnson a écrit en particulier une lettre adressée justement au traducteur anglais de la description de la Chine par Duhalde. C'est une lettre qui date de 1738, donc on voit que, comme je le disais tout à l'heure, les élites de toute l'Europe, l'Angleterre comprise, avaient lu et relu donc la description de Duhalde parue en 1735. Donc en 1738, voilà, ça fait déjà le tour de l'Europe. Et donc, je ne résiste pas à l'envie de vous lire du Samuel Johnson en version originale. There are few nations in the world more talked of or less known than the Chinese. The confused and imperfect account which travelers have given of their grandeur, their sciences and their policy have hitherto excited admiration, but have not been sufficient to satisfy even a superficial curiosity. I therefore return you my thanks for having undertaken at so great an expense to convey to English readers the most copious and accurate account yet published of that remote and celebrated people whose antiquity, magnificence, power, wisdom, peculiar customs, and excellent constitution undoubtedly deserve the attention of the public. Bon, alors, je ne vais pas tout traduire dans le détail, mais enfin, je pense que vous avez à peu près saisi le propos. Donc, ici, nous avons un anglais pur jus qui parle de la Chine comme d'un celebrated people, donc des gens qu'on admire de tous les côtés, et dont l'Antiquité, la magnificence, la puissance, la sagesse, les coutumes particulières et l'excellente constitution méritent l'attention du public. Bon, alors, donc là, on vient de passer un certain temps à justement suivre Montesquieu dans son opposition entre la constitution anglaise comme idéal et le despotisme chinois comme repoussoir. Donc là, nous avons un anglais qui nous dit, en fait, bon, la constitution chinoise, c'est quelque chose qu'il faut admirer et imiter. Bon. Alors il continue en disant, « As the satisfaction found in reading descriptions of distant countries arises from a comparison which every reader naturally makes between the ideas which he receives from the relation and those which were familiar to him before, or, in other words, between the countries with which he is acquainted and that which the author displays to his imagination. So, it varies according to the likeness or dissimilitude of the manners of the two nations. Any custom or law, unheard and unthought of before, strikes us with that surprise which is the effect of novelty. But a practice conformable to our own pleases us, because it flatters our self-love
by showing us that our opinions are approved by the general concurrence of mankind. Of these two pleasures, the first is more violent, the other more lasting. The first seems to partake more of instinct than reason and is not easily to be explained or defined. The latter has its foundation in good sense and reflection and evidently depends on the same principles with most human passions. Donc, je résume. Ici, en fait, Johnson nous dit que en fait, la connaissance de civilisation autre que la nôtre peut procurer deux sortes de plaisirs. Soit on y retrouve une image de nous-mêmes, donc c'est un espèce de plaisir narcissique. Enfin, il dit on a du mal à l'expliquer, mais en fait c'est un plaisir narcissique. La Chine comme miroir de l'Europe. Ou alors on a un autre plaisir, c'est en fait justement de découvrir quelque chose d'autre et qui peut justement nous donner de bonnes idées justement à propos de nous-mêmes. Et il continue en disant « An attentive reader will frequently feel each of these agreeable emotions in the perusal of Du Halde. He will find a calm, peaceful satisfaction when he reads the moral precepts and wise instructions of the Chinese sages. He will find that virtue is in every place the same, and will look with new contempt on those wild reasoners who affirm that morality is merely ideal and that the distinctions between good and ill are wholly chimerical. But he will enjoy all the pleasure that novelty can afford when he becomes acquainted with the Chinese government and constitution. Il insiste. Bon, alors, donc, vous avez remarqué que dans la phrase précédente, il dit « Virtue is in every place the same ». C'est-à-dire donc qu'en fait, on retrouve en Chine la vertu, qui pour Montesquieu est donc le principe de la monarchie. Il dit, Johnson c'est un universaliste, il dit la vertu est partout la même. Et là, il insiste en disant que la constitution chinoise c'est quelque chose de tout à fait admirable. He will be amazed to find that there is a country where nobility and knowledge are the same, where men advance in rank as they advance in learning, and promotion is the effect of virtuous industry, where no man thinks ignorance a mark of greatness or laziness the privilege of high birth. Bon, alors, vous voyez ici donc Samuel Johnson, donc, qui ne fait pas partie de l'aristocratie et qui, au fond, s'appuie justement sur ce qu'il a appris de la Chine pour dire, ben voilà, enfin, on sait que dans le monde quelque part, il y a un endroit où il y a un gouvernement avec une constitution, c'est un Anglais qui parle, et où il gouverne sur une société régie par, si je veux résumer son propos, par une forme de méritocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas la naissance qui détermine votre position dans la société, c'est votre effort personnel, votre virtuous industry. Donc ça, c'est une idée quand même très nouvelle en Europe. Et donc, cette sinomania anglaise a été récemment mise en avant par un sinologue américain qui nous ramène ainsi donc à la thématique justement de cette fameuse confrontation entre la Chine et les États-Unis qui perdure. Je n'ai le temps pour l'instant de vous signaler que le titre de l'ouvrage, c'est China and England on the Structural Convergence. C'est China and England, the Pre-Industrial Struggle for Justice in Word and Image,
c'est-à-dire la Chine et l'Angleterre, la lutte pré-industrielle pour la justice en mots et en images. À droite de la diapositive, vous avez l'auteur qui s'appelle Martin Powers, qui est né en 1949 et qui est connu pour ses travaux en histoire de l'art chinois, et qui ici, en fait, prend le relais d'anglais éminents comme Samuel Johnson pour nous dire que, en fait, il serait peut-être justement intéressant de voir ce que la Chine a à proposer. Alors, c'est précisément donc le thème de nos travaux à venir. Je conclus ici. De la même façon que nous avions soulevé la question la Chine est-elle encore une civilisation, qui pouvait être perçue comme forcément un brin provocateur. Cette année, nous sommes partis donc de la phrase de Montesquieu, qui ne l'est pas moins, mais comme vous avez pu le voir, dans les deux cas, nous avons procédé sans précipitation, sans vouloir sauter aux conclusions. Nous avons essayé de procéder de manière méthodique en dépliant tous les aspects de la question, quitte à y mettre plus d'une série de cours. Donc cette année, ce que nous avons fait, c'est expliciter donc, les termes de la question, et donc le sujet est loin d'être épuisé, et il nous faudra donc poursuivre l'analyse à l'automne prochain. Alors, on aura compris, par ce qui a été dit aujourd'hui, que le despotisme oriental tel qu'il est caractérisé par Montesquieu ne cadre pas avec la réalité historique chinoise, ni celle de son époque, ni celle d'aucune époque. Et il faudra donc que nous le démontrions dans le détail en examinant donc les témoignages justement de voyageurs qui sont allés sur le terrain. Mais alors, faut-il pour autant en conclure que les régimes impériaux chinois étaient en réalité plus démocratiques que beaucoup de régimes monarchiques européens? Ça, c'est la question centrale. Et il faudra pousser encore plus loin. Est-ce qu'il faut justement pousser plus loin en accréditant la thèse selon laquelle le fameux confucianisme, qui serait donc le pilier de la civilisation chinoise, avec justement son train de méritocratie, son institution du censorat, de la remontrance, est-ce que ce confucianisme est une véritable forme alternative de démocratie? Parce que c'est ça que mettent en avant justement beaucoup de nos intellectuels chinois actuels. Et certains vont même justement jusqu'à dire que cette alternative à la démocratie libérale vaudrait mieux pour le monde aujourd'hui, parce que, sous le prétexte que c'est une démocratie qui marche, democracy that works. Donc ça va être la grande question pour l'année prochaine. Alors, en attendant, nous avons peut-être une chance de nous revoir en juin. Alors d'abord, le mardi 25 juin, avec la conférence de notre collègue américain de l'Université de Chicago, mais parfaitement francophone, le professeur Hans Saucé, qui a été invité plusieurs fois au Collège de France, qui parle français mieux que vous et moi, et qui nous parlera donc de la thématique du chemin de l'exil chez des poètes de la Chine classique. Mais comme on va voir, évidemment, le chemin de l'exil, c'est aussi une thématique d'actualité pour les intellectuels chinois à l'heure actuelle. Et enfin, bien sûr, ce colloque du jeudi 27 juin que j'organise avec Henri Laurence, qui s'intitule « Despotismes orientaux » au pluriel, du proche à l'extrême, et qui va occuper toute la journée du 27 juin. Et dans l'immédiat, bien sûr, je vous souhaite une très bonne entrée dans l'année du dragon, qui sera le 10 février. Et je vous dis donc au plaisir de vous retrouver soit en juin, soit en novembre. Merci.